Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Je suis Serge Alain autour pour cette première édition de la semaine Equinox Soir. 2 jours à peine après son émission, un message fax du chef du protocole d'État Simon-Pierre Bikele à monsieur l'ambassadeur du Cameroun en Suisse atterrissa via les réseaux sociaux dans les téléphones Android de plus d'un Camerounais, du terroir et même de la diaspora. Dans le message fax et en perspective au séjour du président Biya en Suisse, le chef du protocole d'État instruit le chef de la mission diplomatique camerounaise dans l'optique d'obtenir des autorisations nécessaires auprès des autorités helvétiques pour tous les éléments de sécurité porteurs d'armes. Ce document, dont l'urgence est signalée, renseigne également sur les dates, lieu de naissance, numéro de passeport, type et numéro d'armes, enfin sur les nombres de munitions. Fuite de documents secrets de la présidence de la République, faut-il s'en inquiéter? Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Fuite des documents secrets de la présidente de la République, faut-il s'en inquiéter? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Jodel Caillot, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà, Jodel Caillot, journaliste. Oui, journaliste encore. Voilà, encore. Ouais. Bienvenue sur le plateau. Juste à côté de vous, barista Jude Moudi, welcome sir. Thank you and once more for coming. I'm grateful that I'm on this platform again today to share with our audience. Barista at law. Barrister at law, Based in Boya. practicing office in Boya. How's the lockdown is going out there? The lockdown is on, but it's not as effective as the previous lockdown that was held. At least this time around, there are still some vehicles moving. You see 1 or 2 vehicles moving, but that is the reason for which some of us are out of town to honor what is on. But then, it is not as effective as the one in February. Yes, as the one in February. So at least they have mitigated the harshness of the lockdown. Okay. You're welcome once again. Thank you. Sur ce plateau également, Hilaire Zipan. Hilaire Zipan, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un honneur d'être convié à cette émission. Oui. Hilaire Zipan, conseiller municipal pour quelques mois encore. Oui, il faut dire. On va l'empiler, Hilaire Zipan. Je pense que nous avons. Douala premier, voilà. Conseil municipal. Exact. Nous avons un conseil à Douala premier pour jeudi, qui va être extrêmement très important parce que ce serait l'occasion de faire le bilan de tout ce qu'on a réalisé. Et il serait donc question que nous posons des questions pour comprendre et jouer notre rôle de contrôleur, tout à fait. Pour ce qui est de la dépense publique, je convie les journalistes à ce que les gens puissent être là. Même si c'est en catimini, il vaut mieux que le public soit suffisamment informé de ce qui s'est passé à la mairie de Douala premier pendant un an. Okay. Et je peux vous dire qu'il y aura beaucoup de révélations. Vous annoncez la couleur là, Hilaire Zipan. Je reste avec vous, Hilaire Zipan. Question simple. On n'a jamais vu ça au Cameroun, qu'un document classé top secret comme celui-là se retrouve sur les réseaux sociaux. Surtout en rapport avec la sécurité du président de la République. Comment comprendre ça? Oui, là je pense qu'il faudra qu'on commence à s'en inquiéter. La première des choses, c'est qu'il faut dire qu'un État est organisé. Il y a le pouvoir régalien de l'État, c'est à savoir la sécurité et la sûreté. Oui. Et il est tout à fait important que dans ce cadre-là, qu'un certain nombre de documents qui visent à rassurer la sécurité ou à assurer la sécurité des Camerounais, que l'on ne puisse pas avoir ça à circuler sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous avons des nouvelles technologies aujourd'hui qui participent à l'évolution de notre société. Il va sans dire que le législateur devrait donc encadrer cela, ou ne serait-ce que les notes de service devraient en faire pour autant. Une fois que j'ai dit cela, je pense que la question qui est tout à fait très importante, c'est que qu'est-ce que les gens gagnent à laisser courir ce genre de documents? Je rappelle en ce qui me concerne que le président de la République est quand même une institution.
et que l'ensemble des gens qui constituent la sécurité présidentielle ne doivent pas être connus, ne serait-ce que pour la sécurité de l'État. Et je pense Est-ce qu'on les a jetés en pâture là? À ça, je peux le dire oui. Je peux vous dire oui. Parce qu'il y avait des gens que je connaissais tout autour du président de la République, enfin, je connais leur grade. Je ne savais pas leur grade. Oui. Je ne connaissais pas leur âge. Ils sont toujours en civil. Voilà, ils sont toujours en civil. Je connais personnellement quelqu'un, l'adjudant-chef Komba, qui est un ancien gars de Grand Moulin, Nudeido, qui a grandi là-bas, que je connaissais. Mais les autres, je n'en connaissais pas beaucoup. Et là, je suis suffisamment renseigné. Et imaginez-vous qu'on connaît le nombre de munitions qu'on doit porter. Quand même, on va y revenir. On va revenir en détail. C'est quand même extrêmement sensible. Il faut quand même le dire. Il faut quand même le dire. Et là, je pense que pour le coup, je pense que le gouvernement est très en retard. Pour ce qui est de l'encadrement de tout ce qui compose les informations top et extrêmement sensibles pour ce pays. Si l'on est contre un régime, et c'est le droit, je suis un militant de l'opposition, pour autant, j'aspire à gouverner, dont j'aurai la même responsabilité, à la même fonction, et il faudra donc que ma sécurité soit assurée. Et en cela, je peux vous dire les amis, ce n'est pas très bon vu de cette manière-là. Je rappelle en passant également aussi que... Parce qu'il y a des gens qui se réjouissent ce que ce soit dehors. Si, parce que ceux qui m'ont envoyé ça, c'est venu dans plusieurs personnes qui ont dit, voilà, le président de la République va bouger dimanche, voilà ce qu'il encadre, voilà. Et ça, j'ai dit, il faut faire très attention. Moi, j'ai l'habitude d'aller dans le ministère à Yaoundé, on a pris des mesures complètement draconiennes. Quand vous allez maintenant dans une réunion au CED, vous n'avez plus droit au téléphone. Quand vous entrez chez un ministre, maintenant au Cameroun, vous êtes obligé de laisser votre téléphone à l'entrée. Quand vous faites une réunion... Vous voulez nous dire que ça vient toujours de l'extérieur? Ça ne part pas souvent de l'intérieur? Mais ça veut dire qu'on veut savoir, on veut se prémunir quand même d'un certain nombre de dangers. À ce stade de l'information, je pense que la présidente de la République, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a le secrétariat général, il y a la présidente de la République, il y a les appartements privés du président de la République. Et je pense que le Bikele, qui est le directeur du protocole, est l'un des plus proches collaborateurs du président. Et je ne pense pas qu'il y a plusieurs personnes qui transitent ces documents-là pour arriver à ce stade-là. Et cela m'inquiète. Et cela me rappelle aussi à une période où le président de la République, et ça c'est un fait que nous avons vu, le président de la République serrant la main d'une personnalité de cette République, parce que la personne est encore en fonction, je préfère ne pas faire la révélation, et de lui dire, madame la directrice, la femme lui dit, meilleur vœu. Et le président de la République de lui dit, monsieur le président, je ne suis pas directrice. Et le président de la République, devant tout le monde, dit, mais je sais, vous êtes président, vous êtes ministre, vous êtes directrice. Et le soir, comble de malheur, le décret qui portait sa nomination est finalement sorti. Cela veut dire qu'on est dans un pays où il faudra que les gens fassent très attention à des informations que l'on peut qualifier, que l'on peut débattre sur les plateaux. Il y a des informations qui concernent la sécurité, la sécurité, je dis, la sécurité est différente de la sécurité de l'État. Et pour le président de la République, je n'ai rien contre lui, c'est une institution, il faut le protéger. Voilà, Joël Kayo, lorsqu'on préparait cette émission, vous m'avez dit que vous étiez hyper inquiète. Oui, mon inquiétude ne date pas d'aujourd'hui, parce que pour ceux qui me connaissent et pour ceux avec lesquels je partage certains espaces, notamment les réseaux sociaux, je suis toujours très outrée quand on publie des images, des documents. Personnellement, peut-être parce qu'en dehors du journalisme, je fais aussi également dans les droits humains, je sais ce que c'est que la dignité humaine. Je sais quelles sont les barrières. Donc, publier que ce soit une image sans le consentement de X ou Y, c'est déjà assez problématique. À plus forte raison, quand c'est un document parfois confidentiel, avec le tampon confidentiel qui se partage, et au bonheur de tout le monde. C'est ça qui est inquiétant. Et je voudrais peut-être revenir sur ce qu'il dit, il faut un peu contextualiser l'espace public aujourd'hui. C'est quoi l'espace public? Quand j'ai fait un peu d'études de communication, généralement l'espace public, on le dit, c'est un univers où les questions publiques sont débattues de manière publique. C'est-à-dire les personnes sur un espace interne débattent des problèmes publics. Non, ça nous concerne nous les politiques. Justement. Voilà. Donc, c'est bien parce que ça concerne les politiques, parce que je pense que le contexte politique aujourd'hui a transformé cet espace public en espace de propagande. Parce qu'il s'agit exactement de la propagande. Ces documents sont dehors, pourquoi? C'est un objet précis. Soit c'est pour faire la propagande, pour distraire les gens, l'opinion, pour dévier les gens des objectifs qui sont les leurs, c'est-à-dire
qui était peut-être consacré à autre chose, et dit voilà, on lance un os ou du grain à moudre, je sais pas trop. C'est aussi de ça qu'il s'agit. Et c'est malheureux que... Et c'est tout le monde qui mord à l'hameçon. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui se laisse prendre par ce piège-là. Moi, personnellement, il ne m'arriverait pas, je le lis, certes, mais il ne m'arriverait pas de transférer un document confidentiel. On ne sait jamais. Mais c'est dangereux parce qu'aujourd'hui, tout le monde se prévaut d'être journaliste, de lanceur d'alerte, je sais pas, se gargarise d'avoir plus de likes, parce que c'est ce à quoi on renvoie aujourd'hui l'aspect public. Okay. Les débats politiques ou publics tels que cela avait été, qui ont changé le monde dans l'histoire, dans le cours de l'histoire, ce n'est plus cela aujourd'hui. On se contente de l'aspect superficiel, de laisser un os à ronger au public. Ce document, qu'on l'ait publié ou par qui, je voudrais dire par qui, reste que cela a été publié par quelqu'un de la proche garde du président de la République. Ah oui. Ce n'est pas anodin, ça n'a pas été mis là de manière anodine. Le coupable vient de la présidence de la République. Pas le coupable, mais on peut circonscrire une zone où provient cette fuite-là. Ok, je crois qu'on a sur ce plateau Robert Mouté Ambassa qui forcément va nous dire d'où ça fait. D'abord, Parista Moudi, sur ces documents qui concernent la sécurité du chef de l'État, comment vous avez appris, comment vous avez accueilli ça? C'est quand même, on a souvent vu des documents circuler, mais pas à ce niveau-ci. Yes, I think this is the very first time we are having classified documents of the presidency or documents touching on the security of the head of state being secure. SGPR est ministre d'État peut-être aujourd'hui, il était ministre avant, et même ses prédécesseurs étaient ministres d'État aussi. Ils n'ont pas d'ordre à donner au Premier ministre. Au plan hiérarchique, le Premier ministre est au-dessus. Et quand vous voyez bien... C'est ce qui se passe. Donc quand vous voyez bien les correspondances, le SGPR et le SGPM. Voilà. Ok. Par rapport pour l'interdiction de sortie. Oui. Le président a donné les instructions, le SGPR a écrit le SGPM. Le SGPM informe le PM et il a l'autorisation pour écrire au ministre. Alors quand on voit les différents points par lesquels ça doit passer, c'est des sources de fuite aussi. On en parle, on va revenir sur ces correspondances lors du débrief. Dans chaque point, il y a au moins 5 à 10 personnes qui ont accès aux documents et forcément ça multiplie les fuites. Hilaire Zipan, il y a quelques jours, notre confrère de Mutation parlait de 200 jours du président Paul Biya. Ils ont compté, ils ont fait le décompte, 200 jours qui n'étaient plus sortis. 200 jours. Mais est-ce que dans ce qu'on voit là, l'intention, ce n'était pas de dire que, attention, les gars autour du président sont armés? Non, je pense qu'on sait déjà que le président va effectuer un voyage. Depuis plus de 6 mois, il n'a pas effectué de voyage. Même on se plaint que même au Tchad, il n'est pas allé. Oui, tout le monde sait. Je pense que... Est-ce que l'intention, ce n'était pas de dire aux gars, calmez-vous, les gars sont armés? Non, je ne pense pas que c'est ça. On sait que habituellement, lorsque le président sort, tout autour de lui, il y a une garde rapprochée. Ça, c'est évident. Je pense que ce n'est pas ici, sur un plateau de télévision, à la connaissance politique que j'ai pour mon propre enseignement, que je vais donc se mettre à décrypter comment fonctionne le président de la République. Mais toutefois, il y a quand même la partie officielle que l'on présente. Lorsque le président de la République va en voyage, on dit par un communiqué ce qui accompagne le président de la République. Il sera composé du directeur de cabinet civil ministre, du directeur de protocole, des ministres tel, ainsi de suite. Ça, c'est pour la communication officielle. Mais il va sans dire que pour ce document qui semble attirer notre attention, le protocole d'État est rattaché à la diplomatie. Il est rattaché à la diplomatie. Généralement, c'est son rôle le plus avancé en principe. C'est pour ça qu'on puisse, généralement, ça peut être généralement, c'est généralement toujours un diplomate. Et il est tout à fait incompréhensible que dans les réseaux de la diplomatie, un document aussi sensible se retrouve dans la place publique. Et c'est ce qu'est essayé d'expliquer Jordan. Et ça, c'est là où l'inquiétude se situe. Maintenant, il y a un certain nombre de services et de directions qui fonctionnent dans la présidence de la République. Je vous ai dit que j'ai eu l'occasion d'y aller. Quand vous voulez aller au secrétariat général, la formalité n'est pas la même que lorsque vous allez à la présidence elle-même, qui est le grand bâtiment.
Et la formalité n'est pas la même si vous allez complètement au cabinet civil. Les formalités sont différentes. Cela pour des besoins de sécurité. Et c'est toi vraiment. Si vous décidez de rencontrer un ministre chargé des missions de la présidence de la République, la sécurité ou du moins le protocole est tout à fait différent. Maintenant, je pense que Mouté Ambassa a soulevé un point qui, au point de vue organisationnel étatique, me semble qu'il faudra bien en débattre. Le fait d'avoir concentré un certain nombre et beaucoup plus le pouvoir à la présidence de la République laisse l'inquiétude à ceux qui y travaillent à deux. Soit le régime est à bout de souffle, soit le régime est à bout de cycle. C'est l'un ou l'autre. Au bout de cycle, au bout de souffle. Pour ceux qui constatent, qui dansent sur la dépouille du président, ils sont à bout de souffle. Pour ceux qui prétendent remplacer le président, ils sont à bout de cycle. Les stratégies ne sont pas tout à fait les mêmes. Et il faut donc s'en inquiéter. Parce que à qui profite ce document? C'est pourtant la question. On aurait dû se poser ça, peut-être au départ. Mais il est d'autant plus évident que, au point de vue observation, je m'inquiète. Parce que lorsque vous avez le SGPR, il a rang et prérogative du ministre d'État. Oui. En principe, il peut être au rang de 3 ministres d'État qui sont dans le gouvernement. Oui. Famé Ndongo, Belobo Mamagari et Laurent Esso. Laisse que je termine sur ce point-là pour que nous comprenions. Mais par contre, quand vous avez une correspondance qui adresse au ministre un certain nombre de comportements, ce n'est pas le SGPR qui l'écrit, parce qu'il n'a pas rang et prérogative de ministre d'État. Et à ce moment-là, le ministre ne se sent pas concerné, si tant bien même qu'il est secrétaire général des services du Premier ministre. À mon sens, pour pouvoir calmer le jeu et clarifier tout le jeu, le Premier ministre aurait dû le prendre. Pourquoi? Parce qu'au point de vue grade de fonction, le président de la République peut prendre un décret, y compris le Premier ministre. Les autres ne peuvent que prendre que des arrêtés. Pour que les téléspectateurs comprennent le degré d'importance de la primature dans cette architecture. Maintenant, Mouté Ambassa soulève un point qui me semble tout à fait important. Vous n'avez qu'à vous comprendre à vous-même. Et c'est pour ça que je dis qu'à l'opposition, il faut qu'on s'organise d'autant plus. Parce que lorsque l'on dit, il dit ici sur le plateau que le RDPC descend, c'est vrai. Le RDPC aujourd'hui, c'est le nord, c'est la Damawa et c'est l'extrême nord. Ça fait 47% des 71% de Poulbia. Quand vous descendez à partir du centre, du sud, de l'est, de l'ouest, du sud-ouest et du nord-ouest, ce n'est que 24%. Donc en principe, le président de la République est déjà suffisamment fragilisé pour que ceux qui sont dans la tendance de la succession ou ceux qui sont dans la tendance de le faire tomber puissent en profiter de l'occasion et saisir cela pour pouvoir salir ceux qui sont un peu quand même aujourd'hui comme des fidèles du président. Voilà. Okay. Jodel Kayo, oui. Comme on dit, à qui profite véritablement ce document? Et au réseau. Au réseau? Oui. Carrément au réseau. Personne de la présidence? Non, il y a les réseaux. C'est pas moi qui vais venir dévoiler les réseaux. Réseaux sociaux, réseaux à la présidence, réseaux partout, réseaux dans les villages, réseaux dans les partis, les réseaux. Ce n'est que les réseaux. C'est-à-dire qu'il y a une bataille des réseaux. Que ce soit sur le digital, qui est peut-être légitimé ou légitime maintenant, parce que c'est à tout le monde veut se faire voir, si on peut comprendre. Il y a aussi le positionnement, la succession. Et vous savez qu'il y a des réseaux aujourd'hui, on parle des réseaux quelque part dans le centre, des réseaux quelque part dans le sud, et ce serait possible de voir des têtes déjà se cogner, parce que on veut se positionner, et on veut aspirer ou bien préparer les gens à une certaine succession, même si ce n'est pas une succession certaine, vous me comprenez? Donc il est tout à fait normal qu'on assiste à ce genre de bagarre où, sans toutefois se prononcer, on sait qui est du côté gauche et qui est du côté droit. Bon, je ne peux pas citer les noms parce que je n'ai encore pas mené d'enquête là-dessus, je ne peux pas justement. Mais il se dit et il se constate qu'il y a des réseaux qui essayent maintenant de gouverner parce que, soi-disant, préparer la succession, c'est normal qu'on assiste à tout cela. Le document est tellement important que ça ne pourrait provenir, cette fuite ne pourrait provenir que du cercle restreint. Et ceux qui font des commentaires dans le bar, le commentaire libre, je suis journaliste, je le dis, on sait qui fait partie du cercle restreint aujourd'hui à la présidence de la République. Donc, on pourrait, je suis bien au conditionnel, on pourrait savoir d'où ça proviendrait. Okay. Mais, je demeure encore dans cette bataille qui existe depuis un certain nombre d'années, où les gens essaient de se positionner quelque part dans le centre et quelque part dans le sud. Permettez, juste un mot de la part de Barista. Barista, vous avez dit qu'il faut véritablement punir la personne qui a... Où? Elle se trouve où? Yes, these people are not far. You know, en Suisse, we can attach it to the commission of crimes. Oui. And in
investigating crime, you never go far. The first people who are suspects are those who walk around you. Yes. They are the first suspect. If they send them to set, it will not take 2 hours. You will get the culprit. Yes. On les envoie au CED? Yes, yes. They should send them to set. They will get the culprit. Set is for such issues. Protection of state information, not only to charge political parties and people you term secessionists. SED is not meant for those two group of people, persons. Everything that jeopardizes the security of the state, SED should investigate, and they should investigate themselves with this information. It affects, this is more of a terrorist act than the actions of people who are awaiting trials in Yaoundé, who are presently in Konangi. This is a typical terrorist act which jeopardizes the security of the state. Paul Biya is traveling to Swiss. We know the level of diasporans which we have now. They could do something worse than we had ever imagined using this information. Now, the next, who gave out the information and for whose benefit? For whose benefit? Within the circle of those who are in charge of this kind of information, there could be people who are aspiring for a particular position and they want to prove to the head of state that A or B is not competent to be where he is. Like a co-panelist, if I got him well, within the political parties, there are internal squabbles. There are at loggerhead. The fact that they are within the CBDM does not mean they reason the same. Does not mean they have the same intention towards the state. Some are there, maybe they had people they will have loved to occupy particular positions in the government. And they are using this to sabotage other persons. So it is a typical case for SED to come in. The head of state may be too weak and fragile because of his age. Ordinarily, he will have resigned. But whoever is forcing him to be there should know that they are now working against him. These are the same people who pretentiously said the head of state should remain as the lone candidate that Cameroon has ever had. But they are working against him. If you look all that is happening within the country, there are CBDM bigwigs that are sponsoring some of the activities that are working against the state of Cameroon. And this is one of them. So let the presidency be able to investigate those who are working around the presidency. Within the presidency, they will get enemies who are right in the house. Ok, thank you, Barrister. Robert Mouté-Ambassa. Oui, Serge, je voudrais, à la suite de ce que vous avez dit, je pense que la dualité, le bicéphalisme qui est entre le SGPR et le PM est aussi source de beaucoup de fuites. Oui. Parce que c'est un point de trop. Le PRG, le SGPR, tout le monde le sait, a plus de pouvoir. Par rapport à la proximité avec le président de la République. Bah, non seulement il y a la proximité, vous savez, il y a une façon de fonctionner du côté de la présidence. Il y a une délégation de pouvoir qui est faite au SGPR, qui parle au nom du chef de l'État. Et le Premier ministre n'a pas le même pouvoir. Et comment il peut mettre en application ce décret de contrôler les sorties des ministres ou DG? C'est pas possible. À partir du moment où il dit non, si le ministre ou le DG a de bons termes avec le SGPR, il va l'appeler, il va lui dire je voudrais sortir, le PM ne veut pas. Lui va appeler le SGPR pour dire bon, la hiérarchie me demande de vous demander de... Vous comprenez? Le PM n'a pas moyen de contrôler ce genre d'informations. Donc c'est très délicat. Dans ce genre de choses, entre les deux postes, un doit être supprimé. On doit supprimer le poste de chef de gouvernement, il ne sert à rien. Le SGPR peut assurer la coordination 10 fois mieux que le Premier ministre dans les conditions actuelles de pouvoir qu'il a. Quitte à créer un poste de vice-président, à modifier la constitution pour supprimer un poste de Premier ministre, on pose un poste de vice-président qu'on donne à ceux qui occupaient le Premier ministère. Ça va permettre au SGPR de gérer directement la coordination du gouvernement. Il n'y aura pas un point intermédiaire, parce que même s'il n'y a pas fuite à la présidence, c'est que la lettre est portée confidentiellement au service du Premier ministre, au niveau du secrétariat général du Premier ministre, les fuites peuvent partir toujours de là. Ça ne change rien. Donc ça fait que c'est le système qu'il faut revoir dans sa globalité pour essayer d'éviter ce genre de fuite. Maintenant, ce qui concerne les munitions, et là c'est grave, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les mécontents qui sont au palais. Il y a des mécontents jusqu'à très proche du président. Le président sait ça? Bon, je n'ai pas causé avec lui, je ne peux pas ça, mais
Il y a des gens ici que vous connaissez bien qui ont dénoncé sur le plateau à Mondio Vision, des gens qui ont combattu le président, qui sont aujourd'hui ses collaborateurs directs. Vous pensez qu'un morceau de bois, même 20 ans après, deviendra un crocodile? Non, il va rester bois. Le rôle qu'il joue aujourd'hui, c'est d'aider le président à tomber par la mauvaise porte, à tomber très mal et ne rien laisser l'image d'un Cameroun en décrépitude, alors que quand il arrivait, c'est un Cameroun que tout Camerounais aimait bien. Oui, je pense que là, on commence à toucher à peu près les points qui peuvent manifester ou qui peuvent aider ceux qui sont mécontents à l'air. Dans l'organisation gouvernementale, et là encore, il y a une autre inquiétude qu'il faut le faire. Il y a des ministres délégués à la présidence qui sont membres du gouvernement. Oui. Quand vous voyez l'architecture du gouvernement, ils dépendent de la présidence. C'est quand même assez complexe, c'est quand même assez curieux. On a vu dans ce pays, à un moment, vice-premier ministre, ministre délégué, vice-premier ministre chargé de la relation avec l'Assemblée. Oui. C'est quand même une incongruité. Il est vice-premier ministre en termes hiérarchiques, mais il est ministre délégué. Ça veut dire que son chef, ce n'est pas le premier ministre, mais en termes de rang protocolaire. Donc, je pense que c'est ça, comme disait Moutamba, on atteint le fond. Et cela me rappelle une période. Vous savez, quand on a supprimé le poste de premier ministre, Jean Koueta a occupé cette fonction-là avant d'aller à l'UDA. Il était secrétaire général du gouvernement. Et je pense qu'à ce moment-là, il avait les pleins pouvoirs pour faire un certain nombre de choses. Soit on choisit de faire cette formule-là, soit on choisit de reverser tout le monde au gouvernement. Mais lorsque vous avez au gouvernement à l'heure actuelle, tout ce que vous faites au gouvernement, vous avez complètement un ministre, un chargé de mission de la présidence de la République à qui vous donnez copie de tous les documents que vous transmettez. Donc vous serez censé, quelqu'un à la présidence vous suit dans l'effectivité de votre action gouvernementale. Vous prenez les ordres du Premier ministre. Donc par conséquent, vous nagez, vous voyez le Premier ministre dit ça, je suis d'accord, mais là, je ne peux pas aller plus loin. Ça, je suis d'accord, mais ça aussi, je ne peux pas aller plus loin. J'attends que la hiérarchie. Et ça, c'est extrêmement complexe. Et vous avez le secrétaire général des services du Premier ministre qui est ministre. Donc, il ne peut pas donner des ordres au ministre d'État. Parce que si le ministre d'État rentre dans son bureau, il est secrétaire général du service du Premier ministre, il se met debout. Parce que c'est le ministre d'État. Ici, il prend son document et il ne fait pas attention parce qu'il ne peut pas sanctionner le document. Seul le Premier ministre le fait. Et donc, vous voyez, tout ça, c'est complexe, c'est trop complexe. Mais on a vu des secrétaires généraux des services du Premier ministre hyper puissants. Suivez mon regard. Oui, mais on est d'accord avec vous. Mais pourtant, dans le rang protocolaire, il n'est pas si puissant que ça. Non, je vais vous rappeler quelque chose. Il était puissant dans les réseaux sociaux. Exact. Pas dans les rangs protocolaires. Et on a une autre caractéristique dans notre pays, c'est qu'une fois que vous atteignez l'âge de la retraite, vous n'avez plus de salaire. C'est automatique. Tac, c'est coupé. Par contre, vous restez en préparation éventuellement à votre succession. Moi, j'ai rencontré des ministres avec qui j'étais des amis, qui avaient du mal à enlever un directeur qui était déjà en retraite. Et qui l'appelait un matin, qui lui demande comment tu fais pour vivre. Il dit, je me débrouille, monsieur le ministre. Bon, alors je me débrouille là, ça veut dire qu'il est passe droit. Et là encore, vous avez dans le commandement à l'heure actuelle, dans la préfectorale, plein de préfets qui sont complètement à l'âge de la retraite, mais qui sont passés. Vous avez des gouverneurs qui sont à l'âge de... Donc, tout ça, c'est extrêmement complexe, c'est le puzzle. Et comme disait François Soudan, c'est le pilotage automatique du président Paul Biya. Jodel Kayo, cette situation, vous avez dit que c'est les réseaux sociaux... Tous les réseaux qui sont tous les réseaux. Vainqueurs, oui, mais n'en demeure pas moins que la sécurité du président est engagée. Certainement, en danger, engagée, tout ce que vous voulez. Et je voudrais juste, je suis très d'accord avec ce qu'ils disent, les deux, mais je voudrais dire que ce n'est pas, la nomenclature ne date pas d'hier. Ça a toujours été comme ça, mais c'est pas tout le temps qu'on a vu les documents circuler partout, dans la rue, sur les réseaux sociaux et tout. C'est-à-dire qu'il y a un contexte qui vient ajouter. C'est-à-dire que le contexte actuel vient pourrir les choses. Ça a toujours existé. Les ministres d'État, parfois, on dit qu'il y a 70 ministres, on cite à peine 20, le reste c'est l'État délégué et tout. Si M. Momo n'avait pas été célèbre, on n'aurait même pas exactement su qu'il était ministre délégué. Donc vous voyez que là, c'est quelque chose qui est inhérent, c'est existentiel. On sait, on vit avec. Maintenant, le contexte actuel voudrait que ce qui était naturel devient aujourd'hui surnaturel. Parce que les incongruités qu'on relève aujourd'hui sortent parce qu'il y a un document qui ne devrait pas circuler, qui est en circulation. S'il n'avait pas ce document, jusqu'à aujourd'hui, personne ne dirait qu'il y a des ministres délégués d'État. Je sais, mais ce n'est pas, je ne refuse pas. S'il y a des problèmes, le Cameroun a des problèmes depuis toujours, c'est pas aujourd'hui que ça commence. Mais le contexte actuel, aujourd'hui, on va
on a ces documents en circulation. Demain, ce sera certainement le carnet médical du président de la République. Attendons-nous à quelque chose de pareil. Est-ce que c'est parce que c'est un secrétaire d'État, parce que c'est un ministre délégué? Est-ce que le document est dehors parce qu'on veut faire quelque chose de précis? Que ce soit la nomenclature, même s'il y a des guéguerres à l'intérieur, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Mais maintenant, il y a une préparation de la succession, c'est clair. Moi, je le dis, on veut fragiliser les gens davantage avec le contexte aujourd'hui sur le positionnement en tant que leader politique, leader d'opposition, leader. On jette un peu, je sais pas, on jette comme un peu de pavé dans la mare. Ici, on voit si ça va bousculer, on jette et on s'accroche à ce qui va véritablement être une alerte ou quelque chose qui va montrer que c'est le moment. Tout le monde voudrait avoir son moment. Ce n'est pas seulement l'opposition qui attend le moment. Même les gens dans le parti, dans le RDPC, attendent leur moment. Les gens attendent que ce son de cloche sonne et espèrent que le peuple... Parce que si on le jette dans les réseaux sociaux, c'est pourquoi? C'est pour montrer à tout le monde. C'est pour dire que ça existe, voilà votre pays, et que le peuple adhère ou le peuple s'attend à un éventuel changement. C'est de ça qu'il s'agit. L'adhésion, ce n'est pas seulement l'adhésion des militants, c'est l'adhésion de la population. C'est pour ça que ce document est jeté en pâture. Parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit. Moi, je ne suis pas dans les considérations trop techniques. Qui est au-dessus de qui, parce que nous on connaît les postes ici. Oui. Parfois vous êtes là, vous n'avez aucun pouvoir, mais vous êtes là, vous savez pourquoi vous êtes là, et vous n'avez même pas besoin de ce pouvoir, parce que vous voulez, justement vous ne vous peignez pas. Mais il s'agit pour moi de cela. Ok, Barista d'abord, pour vous, la personne qui a mis ce document sur les réseaux sociaux, dans quel but, selon vous? L'intention derrière c'était quoi? You see, we have already made it clear here that it is to sabotage somebody who is occupying a particular position. Yes. But now, the way Cameroon has structured the system of governance is very complicated, so much that you cannot really know who is in charge of what. Yes. That is the truth. I don't know whether that is the French system of government. Now, if we are imitating what is in France, is this what operates in France? Or it is peculiar to Cameroon alone? There should be somebody at the presidency in charge of communication. At the presidency, not the minister of communication. Somebody directly at the presidency should be in charge of communication. The president is going out of the country. He is the one to announce. He is the one to give whether president is going on a private visit or an official visit. Such documents should be prepared by him. Like I earlier said, documents of this nature are not to be prepared by the security personnel. There should be somebody in charge of information who prepares that for transmission to the embassy. C'est un document signé du chef du protocole d'État, Simon Pierre. Yes, so if it is prepared by Simon Pierre, then Simon Pierre should be, or whoever, he should be held responsible. He is the only one who knows those he has linked to the document. Ce serait trop facile, non? Yes, it's easy. C'est pas les mathématiques. No, you don't need to think about it. They should hold him responsible for violating the norms of confidentiality. Ok, moi, rapidement, Robert, par rapport à cette question posée à Barista, je pense que, je le dis peut-être de façon simple pour que les gens comprennent, je crois que la brigade anti-Sardina a des représentants au palais. Pourquoi? Parce que c'est une façon de leur envoyer un message clair. Le président va voyager tel jour, il va aller à tel endroit, il sera accompagné par tel, qui aura telle arme, qui aura telle munition, pour que les gens se préparent en conséquence. Good. Moi, je pense que c'est ça l'objectif. That's the objective. Oui. That's the objective. Oui, continuez. Oui. I know, as a matter of fact, if these diasporans are serious, they will use this as a medium to destabilize the holidays that the president is supposed to enjoy with his family in Switzerland. It is just enough for them to rally themselves and surround the hotel because they already know where he's going. People who are traveling with him are already sending messages. They are sending messages. They know when he will arrive, they know the hotel, they know the room number. Yes. They know everything. That's why I said, if I were in his place, I would cancel the trip. He must not go to Switzerland. What's the purpose of him going to Switzerland? Can't he construct that kind of hotel in Fumban, Kribi, Limbe, and goes for holidays there? Must he go to Switzerland? What is in Switzerland that he cannot plant here in this country?
The earlier he start learning how to stay in this country, the better for him. This is where he will die and this is where they will bury him. They will not bury him in Switzerland. So all this quabble, spending state budget and all of that, moving from one place to another, is needless. We have had the CEMAC regional meetings was held. He was not in attendance. Okay. So why is he going to Switzerland when he cannot represent the state of Cameroon at the occasions that need his presence? Merci, Barrister Jude. Bonsoir, Cédric Noufele. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Voilà, nous sommes lundi. Une fois de plus, c'est Cédric qui est à la manette pour le 20h. Cédric, au menu ce soir. Ce soir, c'est un lundi noir avec une série d'accidents mortels enregistrés entre Kribi et Yaoundé, avec à la clé au moins 8 morts. Nous en parlerons dans ce journal à l'entrée de Yaoundé ce soir. Ce grave accident concernant le bus d'une agence de voyage qui a perdu le contrôle et qui a foncé tout droit sur des commerçants et des usagers. Et très tôt ce matin, sur l'axe Kribi-Edeya, où un autre grave accident s'y est produit. Nous en parlerons dans ce journal. 8 ans après les promesses présidentielles concernant la construction des forages d'eau dans le septentrion, des populations meurent de soif et de maladies hydriques. Grand reportage à suivre ce soir dans une localité de la région de l'extrême nord, là où des enfants doivent parcourir des kilomètres pour se disputer de l'eau avec des animaux afin de pouvoir étancher leur soif. Nous en parlerons ce soir. Et la situation humanitaire des réfugiés camerounais fuyant les affres de la guerre contre les terroristes anglophones séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ils ont trouvé un refuge au Nigeria, mais les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Nous en parlerons dans le journal de 20h ce soir. Serge Alain. Voilà, Cédric Noufele et toute la rédaction vous donnent donc rendez-vous dans quelques instants pour le développement de tous ces titres. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Madame, Monsieur, place tout de suite à la pause. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités, Robert Moutin Ambassa, Hilaire Zipan, Jodel Kayo et Barrister Jude Moudi. Je commence avec vous, Barrister. Vous avez vu ces images au journal des 21h, les Camerounais. Ça vous fait mal? It is so saddening to see that a situation of this nature, the world at large, has decided to close their eyes on it by playing games with human lives. If you look at it, well, there were 2 issues that were raised in the news that we cannot condone with. The fact that people in the north don't even have water to drink. People of the northwest and the southwest, thousands of them in their numbers, are suffering in Nigeria. Yet we have a government. It's so saddening. It's so saddening. It is something which every Cameroonian should condemn. That we are in this generation with all the manifestos that the government in place has demonstrated, then we are still faced with this situation. Then I think the days ahead will be more difficult than what we have now. Ouais, vous parlez des solutions tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous disiez qu'il faut ramener ces gens au Cameroun. Well, I think the government of Cameroon, if they really, if they have good intentions for the people of the Northwest and Southwest and those who are suffering in Nigeria, they should look for a means to bring them back to Cameroon, relocate them to safer areas and take care of them, rather than abandoning them to Nigeria and pretending that they are going to give relief materials to them. They can evacuate them. If Nigeria gets into the situation which we have today, then our people will be in more danger. So rather than them moving to Nigeria to give them relief materials, they should organize and bring them back to Cameroon, relocate them to safer areas in Cameroon and take care of them. Or better still, make sure they solve the problem which has caused the war that has taken these people out of our national borders. Ok. Hilaire Zipan, vous avez vu ces tableaux, on a vu les populations de la partie septentrionale qui ont soif, qui continuent d'avoir soif, on a même vu vendredi, on a traité le sujet ici, 4 enfants qui sont morts parce qu'ils allaient chercher de l'eau.
Oui, il y a les accidents et il y a aussi les populations du nord-ouest et du sud-ouest qui sont au Nigeria. Oui, il y a eu des images. C'est comme si le pays se déliquait un peu. Oui. Je suis assez très surpris parce que il n'y a pas très peu, au niveau de la communauté internationale, il y avait un programme qu'on appelait le programme PNDP. Oui. Et quand vous allez dans la région de l'Est Cameroun, pour nous qui voyageons beaucoup, transporteurs, vous voyez qu'ils ont fait beaucoup de fourrage là-bas. Nous ne comprenons pas comment... Programme national de développement participatif. Je ne comprends pas comment ça n'a pas pu aboutir. Premier élément. Deuxième élément, autre piste. L'ensemble des centimes additionnels communaux de ce pays donne au FECOM à peu près 140 milliards l'an. La somme collectée à reverser aux communes. La difficulté vient, elle est simple, et je l'ai dit sur ce plateau. Le directeur du FECOM, c'est un fonctionnaire. Le PCA du FECOM, c'est le ministre de tutelle. Mais l'argent est destiné aux communes. Quelle incongruité. L'association des maires devait avoir... L'association des maires du Cameroun a un président. C'est lui qui doit être le président du conseil d'administration du FECOM. Et il fait un appel d'offres pour le poste du directeur de FECOM. Et il lui revient donc de trouver l'argent pour que les communes soient à l'abri des financements de ce type-là. Aussi simple que ça. Dans tous les cas, nous allons appliquer ce programme. Autre chose pour pouvoir sortir de ce sujet, comme il a dit si bien dit, nous ne comprenons pas. Moi, j'ai le lycée de Bepanda, non loin de mon quartier, où il y a la dame qui est proviseur, extraordinaire. Elle a multiplié par 3 le cursus anglophone pour accueillir les enfants venant du Sud-Ouest. Je ne comprends pas comment au début de la crise, les gens n'ont pas trouvé judicieux de faire venir plus tôt les Camerounais de ce côté afin de résoudre la crise telle qu'elle était imprimée. En même temps, ce qui est curieux, en même temps, vous allez dans la ville de Garoboulaye, vous trouvez que le Cameroun a recruté tous les réfugiés centrafricains et qui sont en train d'être scolarisés. Ça dit que je ne comprends pas comment on fonctionne. Et je terminerai donc par le transport. Alors là, c'est la catastrophe. Je ne sais pas comment le ministre Ngalebibé va. Pendant qu'il amorce en même temps une réforme pour pouvoir améliorer les conditions de sécurité de route, il n'en demeure pas moins que la difficulté qu'on a, c'est que on peut importer les voitures à tout âge. On a les vieux pneus, on a les pneus qui ne respectent pas, on a les voitures, les voitures venant de l'Asie. Donc, conséquence, vous ne pouvez pas faire avec la sécurité ce qui est vieux. Ce n'est pas possible, monsieur le ministre. Donc, il faut donc qu'on remène tout cela à ce ministère des Transports et en même temps que la sécurisation de la route, c'est-à-dire que le ministère des Travaux publics soit plutôt assuré dans sa sécurisation par le ministère des Transports. Parce que sur le corps, sur la route, vous avez quoi? Le ministère des Transports qui fait le paysage, le ministère des Travaux publics qui fait le paysage, vous avez la police qui fait le contrôle, et vous avez la douane qui fait importer les camions, et on demande au ministère des Transports de faire la tutelle. Incongruité de gestion. Dans tous les cas, Mouté Ambassa, ils savent ce qu'il reste à faire. Justement, Robert Mouté Ambassa, ces 3 clichés, les réfugiés du nord-ouest et du sud-ouest au Nigeria. On a eu la situation de l'eau dans la partie septentrionale du Cameroun et les accidents. C'est dit que nous fallait appeler ça le lundi noir. Oui, je pense que tout ça se tient quelque part. Et puis, pour faire très simple dans ce genre de choses, il ne faut pas compliquer, parce que nous sommes là dans une situation où même ceux qui sont dans les positions de pouvoir ne maîtrisent plus rien, ils ne comprennent même plus rien. Ils sont en automatique. Ils sont en automatique. Et vous savez, quand vous êtes en automatique, l'engin évolue seul. Il n'y a que les jauges qui vous signalent que les carburants sont en train de finir. Et si le carburant finit et que l'engin c'est un avion, vous pouvez vous imaginer ce qui va se passer. Je pense qu'il faut qu'il y ait un état des lieux de chaque entité. Qu'on fasse un état des lieux. Il y a des Camerounais compétents qui existent, il y a des experts qui sont là, et ils vont vous faire des propositions dans chaque secteur d'activité. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir de la situation du moment? Alors, nous avons des gouvernants qui travaillent comme s'ils sont experts en tout. Vous voyez ce qui s'est passé à la CAN? C'est très simple. Mon ami Kengoum l'a dit sur un plateau de télévision. Il était avocat d'un groupe de gens qui venaient soumissionner. Et je crois même qu'ils ont dit gagner quelque chose. Mais à un moment donné, on a dit à ces gens-là, votre avocat, là, il faut le sortir du système. Nous, on a notre façon de fonctionner. Je vais parler dans les détails parce qu'il a fait la CAN. Quand ça va revenir, la machette va voler très bas.
Donc pour revenir à dire qu'il faut faire un état des lieux du secteur de transport. Il faut faire un état de lieu du secteur de l'eau et de l'électricité. Parce qu'on évolue comme ça dans le vide. Regardez, il a parlé de quelque chose de très simple. Nous avons grandi, nous autres, c'est vrai que nous n'étions pas 25 millions de Camerounais à l'époque, nous sommes peut-être 5 millions, 10 millions. Il y avait les bonnes fontaines dans tous les quartiers. Ça ne demande pas des milliards, parce qu'on vous dit le ministre de l'énergie doit signer pour 400 milliards de ceci, 600 milliards, 50, 10 ans après, il n'y a rien. Bonne fontaine, ça coûte 3 500 000. 3 milliards, vous mettez des bonnes fontaines distantes dans un quartier de 50 à 100 mètres, les gens ont de l'eau potable dans le quartier. On n'a pas besoin de tout ce milliard là. Il y aura besoin de beaucoup moins. Je crois qu'il y a des solutions simples. Mais comme les gens, au départ, vous savez, comme les détournements de deniers publics, la corruption et tout le monde faisait le marché fictif 4-9 et tout ça. Quand on a commencé à frapper, parce que le 4-9 laisse des traces, tout le monde est passé dans le système international avec des rétro-commissions. Il faut passer maintenant par des gros marchés des éléphants blancs pour que les gens récupèrent l'argent à l'extérieur, et puis il n'y a rien qui est fait ici. Donc je crois qu'il faut faire un état des lieux, et après l'état des lieux, on essaie de voir les experts de chaque domaine qui vont faire des propositions d'amélioration à partir de la situation qui est la nôtre au moment où on fait l'état de lieu. On va faire un état de lieu et on va garder dans le tiroir pour que 10 ans après, on commence à dire qu'on met en œuvre. Vous l'avez bien vu, ce qui se passe sur le pont. On voulait bien mettre un pont sur le Vouri, mais c'est le Vouri qui est sur le pont. Pourquoi? Parce que entre le moment où il y a eu les études et le moment où on a lancé les travaux, les marchés qui ont gagné les commissions, les choses ne sont pas faites normalement. Je veux prendre un cas simple, c'est un cas qui est école, comme il est actuel. Oui. Vous voyez l'usine Dangote qui est là. Moi, j'ai suivi de très près une usine comme celle-là, comme cela, on fait ce qu'on appelle étude d'impact environnemental et social. C'est-à-dire il y a une partie étude spécifique technique, et il y a une partie consultation des parties prenantes. C'est-à-dire les riverains, les populations et autres, qui doivent être tous d'accord, donner leur accord pour que le projet s'implante. Mais ce projet Dangote n'a pas eu l'adhésion des parties prenantes, puisque je faisais partie, je représentais mon entreprise. La réunion est finie en queue de poisson. Quel était après on a appris qu'ils ont eu le certificat de conformité, alors que les études faites avant signalaient que la zone est déjà saturée, elle est déjà polluée, elle est déjà complètement polluée. Okay, merci. Attendez, les rejets de cette usine n'ont pas été pris en compte. Aujourd'hui, l'usine est là, le pont est là, on va dire dès qu'il pleut un peu, ils rejettent dans le même endroit et les orifices sont petits, forcément ça ne passe pas. Donc je crois que cette façon de faire de façon improvisée, sans appeler les experts, ceux qui connaissent le domaine, en pensant que nous avons des spécialistes qui font un peu de tout, qui sont les administrateurs, mais voilà le résultat. Ok, Jodel Kayo, sur cette situation, ce tableau-là aujourd'hui du Cameroun. C'est un lundi noir, À gauche, on a les mamans, les cris de détresse des femmes qui sont allées au Nigeria, qui ne demandent qu'à revenir au pays. Il y a de l'eau qui manque. Peut-être à Douala, les eaux débordent, mais quelque part, à l'extrême nord, c'est très rare. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut faire des choses de manière simple. Il y a de creuser un puits, c'est pas, même si on parle de 3 500 000, même créer des puits. C'est rien à côté de projet de 400 milliards. Oui, ce n'est rien du tout. Donc, moi, je pense que peut-être parce que le sentimentalisme, je sais pas pourquoi. C'est pas le sentimentalisme, je vous aide pour 2 minutes. Dans les textes, dans les textes qui organisent les communes au Cameroun, il y a une disposition qui permet le partenariat pour les communes qui sont plus nantis, qui ont plus de moyens, avec le partenariat, avec les communes qui sont plus reculées. Actuellement, le contexte commune est assez problématique. Vous savez, même les CAC ne sont pas distribués. Voilà. De commencer par entrer dans les circonlocutions de comment obtenir des financements, c'est encore plus difficile. Les communes elles-mêmes n'arrivent pas à payer le personnel. Vous n'allez pas demander aux gens de rédiger les projets maintenant pour avoir des financements. C'est encore problématique. Oui. Est-ce qu'il y a d'abord le personnel en même de rédiger ces projets? C'est problématique. On peut aller, même si les communes ne peuvent pas aider ces populations, on vit encore sur un état. Oui. Le gouvernement peut faire des choses de manière très simple. Non, je vous aide. Dans le cas de la rétrocession des transferts des compétences, on devait transférer ressources. Non, vous voulez aller encore très loin. Ressources et personnel. Ressources et personnel. Mais sur le terrain, est-ce que ça se passe? Oui, mais c'est pas la responsabilité. Alors, c'est plus, je dis, demain, il y a urgence. Oui. Si on commence à entrer dans la décentralisation, on va
certainement construire un forage dans 5 ou 6 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans l'urgence, là. Dans l'urgence. Oui, dans l'urgence, là, il faut enlever le RDPC. Voilà ce qu'il faut faire, les gens. Non, je pense pas. Il faut les enlever. C'est ça le les forages là de manière simpliste, et puis tout le monde est content. On n'est pas toujours obligé d'être dans les procédures. Monsieur Hilaire, à chaque fois. Il faut vous accommoder à notre présence et vous résigner à nous voir. Hilaire Djipan, il y a justement ces missions à l'étranger. Les gens disent que c'est une énième sortie d'un premier ministre. Donc chaque premier ministre vient, il fait une annonce et on revient dans les mêmes travers, on retombe dans les mêmes travers. Je pense que si l'on regroupe très bien succinctement les différentes formes des circulaires qui sont passées, c'est les plans d'ajustement structurel précédemment mis en route entre 1996 et 2006 que nous avons eu la circulaire qui interdisait la sortie des membres du gouvernement. Oui. Dès 2006, quand on atteint le point d'achèvement, jusqu'à ce que le FMI vienne encore pour appuyer le gouvernement camerounais dans ses mesures de contrôle et de recherche financière, tout est reparti comme avant. On a vu des ministres de la République détenus par leur compte des TVA. On a vu, assez simpliste, très succinctement, des missions pour les ministres qui étaient 10 fois supérieures à leur rendement. Je rappelle, en passant, que lorsqu'un ministre est en mission dans l'intérieur du pays, il va chercher à peu près 250 000 francs par jour. S'il en a fait 10, ça fait 2 500 000. Parfois, ils sont en mission et je vais dire, l'événement qu'ils reçoivent paye encore les frais de mission. 250 000 francs par jour, excepté les avantages. Excepté les avantages. Ça, c'est ce qu'il est payé. Maintenant, on a même mis la TVA. On a constaté qu'on en versait trop jusqu'à ce qu'on est arrivé à mettre les TVA. Donc c'est pour dire que c'est simple à comprendre. Monsieur Noufélé, en 1980, si vous parcourez le budget... Il est où, monsieur Noufélé? Monsieur, bien entendu, Serge Alotou. Si vous faites le parcours du gouvernement, vous constatez qu'en 1996, le budget du Cameroun était autour de 1000 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 4800 milliards. Ouais. En même temps, quand vous cherchez les investissements faits en 1996 et 2006, il n'y a pratiquement pas. Regardez la ville de Douala, simplement, également dans le même temps. Vous avez le budget de la communauté urbaine qui, en 2006, était autour de 14 milliards. Aujourd'hui, il est de 60 milliards. Quand vous cherchez les réalisations, tout à l'heure, le reportage l'a montré, on n'en voit pas. Et ce qui est curieux, c'est qu'on attribue les marchés et il n'y a pas. Ok, merci. Bonsoir Sylvestre Hippolyte Zangaou. Bonsoir Serge Alain. 100% football dans un instant. Au menu, Sylvestre. Au menu de cette édition de 100% foot, à 2 mois de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, les Lions indomptables connaîtront vendredi l'identité de leurs adversaires au premier tour. Et oui, le tirage au sort de ces poules sera effectué vendredi au Caire en Égypte. Ce soir, nous vous donnerons des nouvelles de quelques Lions indomptables. Comment se portent-ils en club dans leurs championnats respectifs? Eric Maxi Choupo-Moting et les autres ont joué ce week-end. Le cas Choupo-Moting qui fait le tour des médias du côté de la France. L'attaquant des Lions indomptables du Cameroun a vécu hier en championnat avec son club Paris Saint-Germain, en même temps l'enfer et le paradis. Ah oui. D'abord le paradis, il inscrit le premier but du Paris Saint-Germain et derrière une bourde qui devient aujourd'hui monumentale et qui fait de lui la risée de plusieurs médias du côté de la France. Son coéquipier Kunku, qui s'apprêtait à inscrire un but, Choupo-Moting est devenu le défenseur du camp adverse, empêchant à son coéquipier d'inscrire ce but. On aura l'occasion avec les techniciens de football qui vont nous accompagner ce soir d'analyser, de décrypter, surtout de comprendre ce qui a pu bien se passer dans l'esprit d'Eric Maxime Choupo-Moting. Les Lions indomptables également sont à 2 mois de leur participation à la phase finale de la Coupe du Monde qui se dispute du 7 juin au 7 juillet prochain du côté de la France. Elles viennent de participer au tournoi international du côté de la Chine. Elles ont perdu hier en finale 1-0 battu par les Chinoises. Comment se porte ce groupe d'Alain Djemfa? Des nouvelles également de cette édition. Nous ferons le point de la 13e journée de Ligue 1 avec le Tonnerre de Yaoundé et l'Union du Honkam qui confirment leur regain de forme. Et l'Union sportive de Douala qui a mis un terme à sa série de 3 matchs sans victoire, des défaites qui sont désormais quelque chose d'ancien pour les Nassara Kamakaï. Nous vous donnerons les nouvelles du championnat de Ligue 2. Voilà le menu, Serge Alain, de cette édition de 100% foot que nous allons conduire ce soir avec nos invités. Voilà, et pour en parler,
Pour en parler, deux techniciens de football, Pamphile King, entraîneur de football, Marcel Amban, ancien gardien de but des Lions indomptables du Cameroun, mais aussi de l'Unisport du Honcam, deux entraîneurs de football pour décrypter l'actualité autour du football ce soir. Voilà, ne manquez-t-on pas l'essentiel du football camerounais et international avec Sylvestre Hippolyte Zangaou, c'est 100% football dans un instant, tout de suite après Equinox Soir. Dites-moi, vous brûlez envie de parler, dites-nous. Allez-y donc, Robert Mouté-Ambassa. Je voulais revenir sur le sujet de départ concernant la fuite de doc. Au-delà du fait qu'on a parlé de la présidence, du Premier ministère, des grilles, mécontents, les réseaux, il y a quelque chose que j'ai failli oublier, qui est assez important, c'est le fuite qui peut provenir de l'extérieur. C'est-à-dire le destinataire, voilà. La correspondance, c'est-à-dire l'ambassade du Cameroun, et les autorités suisses aussi. Parce qu'on ne sait pas qui a joué quelle musique de ce côté aussi. Ouais, je crois qu'il ne faut pas négliger, il ne faut pas se concentrer seulement que ça peut sortir du palais, mais il y a cet aspect des choses qu'il ne faut pas oublier. Exact. Et je crois qu'en regardant de près, on risque d'avoir des surprises. On aura le CED aussi pour les gens de Suisse. I have made a recommendation which judicially they should note. Oui. The fact that they should investigate to know where it is coming from, oui. to fight against future occurrences again, oui. because it is a very confidential and top government document that is not supposed to be. Normally in Nigeria, when Buhari is going out, whether for whatever reason or the family, if it is touching on state budget, yes. They announce it on the state radio and the reason for which they are traveling. But my concern here about investigation is the fact that the security personnel that are to accompany the family or the head of state to wherever they are going have been made public, and that alone endangers their trip to wherever they are going. Okay. Because to attack them, you need to know what they are carrying, and now we already know what they are carrying, and we know what arm we can use to counter them. Okay. That is the risk involved in it. Rapidement, Jodel, pour sortir, 30 secondes. Oui, on ne peut que pleurer face à tout ce qui se passe. Il y a des réseaux partout, comme je le disais. Les réseaux sociaux vont continuer leur sale boulot. En attendant, j'espère que cette fois-ci, une enquête sera menée et on aura les résultats de l'enquête, parce qu'au Cameroun, on ouvre les enquêtes. On le dit même, nous, les journalistes, comme si c'était de tradition. Une enquête a été ouverte, même quand elle n'a pas été ouverte, et on n'a jamais les résultats. Vivement qu'on sache ce qui s'est réellement passé. Mais le ministre de la Santé a commencé. Hein. Ok, merci. Voilà, madame, monsieur, c'est ici que prend fin ce premier numéro Equinox Soir de la semaine. Toute l'équipe conduite par Séverin Touban vous donne rendez-vous demain une fois de plus lorsqu'il sera 19h. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Binchoua. Nous sommes en Cambé dans la région du Nord-Ouest. Lamine et la gamme Amel Miracle présentent la nuit de l'ambiance BCBG le vendredi 26 avril 2019 dès 21h à la prestigieuse boîte de nuit ACVIP Nightclub située derrière Antenne Kotor à Bonamoussadi, Douala. 11 spectacles inédits. Le grand notable Afo Akom. Du rire avec Moustique le charismatique. Quand tu n'aurais qu'à porter la veste, c'est comme si je suis en cellule. Moi, je suis pas habitué. Le prince du Bikutsi, Govinal. Notez bien, la nuit de l'ambiance BCBG, c'est le vendredi 26 avril dès 21h au ACVIP Nightclub avec Afo Akom, Moustique le charismatique et Govinal. Prix d'entrée, 5 000 francs CFA avec une boisson offerte.